Les lumières de l'hôpital ne vacillaient jamais, mais l'espoir à l'intérieur d'Isabelle, lui, s'amenuisait un peu plus chaque jour. Elle était assise au chevet de son frère, serrant sa petite main tandis que la machine bipait doucement derrière lui. Ellie, 10 ans, chancelait sous ses paupières closes, les tubes à oxygène fixés à son nez comme de minuscules encres le retenant à la vie. Sa maladie génétique rare, la glycogénose de type 2, drainait lentement ses forces, et les médecins avaient rendu le verdict qu'elle redoutait depuis des semaines. Il a besoin d'une enzymothérapie substitutive et probablement d'une greffe. Le coût total du traitement à l'étranger s'élèvera à plus de 500 000 $, avait dit le docteur Molinaro, doucement, comme si la gentillesse pouvait adoucir le coup. Son estomac se noie. 500 000 $. Ça aurait aussi bien pu être 5 milliards. Elle travaillait des journées interminables comme assistante de direction chez Wexler Enterprises, l'une des plus grandes sociétés d'investissement de New York. Son salaire couvrait à peine le loyer et les médicaments quotidiens d'Ellie. L'assurance refusait les traitements expérimentaux. Ses parents étaient partis, victimes d'un accident de voiture quand elle avait 16 ans, les laissant seuls, tous les deux, dans un monde qui ne se souciait pas d'eux. Et maintenant, Ellie lui échappait. Ce soir-là, Izzy était assise sur le canapé usé de leur petit studio, son ordinateur portable ouvert sur la table basse. Ses doigts tremblaient en tapant sur les moteurs de recherche. Comment lever des fonds pour un traitement médical rapidement? Financement participatif pour une chirurgie. Solution désespérée quand tout échoue. Page après page. Des campagnes GoFundMe. Des prêts refusés. Des prêteurs douteux. Et puis, un fil de discussion sur Reddit. J'ai vendu ma virginité pour sauver la vie de mon frère. Demandez-moi n'importe quoi. Izzy fixa l'écran. Les réponses étaient brutales, moquerie, scepticisme, dégoût. Mais enfoué dans le chaos, il y avait un lien vers un site crypté, le salon de velours. Sur invitation uniquement. Enchères discrètes. Enchérisseurs anonymes. Des sommes colossales pour une seule nuit. Unique. Cela semblait insensé. Illégal. Mais elle ne pouvait s'empêcher de lire. Des femmes se voyaient offrir des millions. La virginité était l'article le plus convoité. Et il ne s'agissait pas de criminels ou de proxénètes, mais de milliardaires, de princes, de magnats de la technologie. La poitrine d'Izzy se serra. Le ferait-elle vraiment? 2 jours plus tard, Izzy était assise seule dans sa chambre, vêtue de sa tenue la plus professionnelle, un col roulé noir et un pantalon en maille alors qu'elle se connectait au portail crypté. Le salon numérique était surréaliste, des avatars sans visage, des photos floues et des modérateurs d'une efficacité clinique. Son nom d'utilisateur, Artemis31. On lui a demandé de soumettre une vidéo pour vérifier son identité et des documents médicaux prouvant sa virginité. Elle se sentit violée avant même que quoi que ce soit ne commence. Mais elle obtempéra. En quelques heures, elle fut approuvée. Et puis, les enchères commencèrent. Ça a commencé modestement. 50 000 $. Puis 100 000 $. Puis 250 000 $. Elle regarda, sous le choc, 2 enchérisseurs anonymes faire grimper le prix. Au bout de 4 heures, il avait atteint 1,6 million de $. Et puis, enchère finale, 2 millions de $. Utilisateur, Obsidian Vault. Préférence, une nuit. Suite d'hôtel. Pas de photo. Pas de nom. Aucun contact après. Le cœur battant, Izzy fixa l'écran. Cet argent sauverait Ellie. Il lui donnerait une seconde chance dans la vie. Peut-être même à elle aussi. Elle appuya sur « Accepter ». 3 jours plus tard, elle se retrouvait devant une suite de luxe au sommet de l'hôtel de la Corte, surplombant la skyline de Manhattan. Ses mains serraient une petite pochette, ses genoux vacillaient dans ses talons noirs. Elle portait la simple robe nuisette noire qu'on lui avait demandé de mettre, ni tapa accent grave l'œil, ni criant le désespoir. Elle frappa. La porte s'ouvrit sur un éclairage tamisé, un mobilier coûteux et un homme debout près de la fenêtre, vêtu d'un costume impeccable et d'un masque vénitien noir qui couvrait la moitié supérieure de son visage. Il se tourna lentement, sa présence silencieuse mais puissante. Grand, les épaules larges, mais plein d'assurance. Ses yeux derrière le masque étaient illisibles, et pourtant quelque chose en lui semblait familier. « Isabelle, dit-il, sa voix grave et calme. Vous n'avez pas à avoir peur. » Elle se figea.
Il connaissait son nom. Je ne leur ai pas donné mon vrai, commença-t-elle. Il secoua la tête. C'est moi qui vous ai demandé. La pièce sembla se refermer sur elle. Son souffle se coupa. Il s'approcha, lentement, prudemment, comme si elle était un oiseau blessé. Je sais que c'est terrifiant, dit-il doucement. Mais je ne vous ferai aucun mal. Cette nuit est autant la vôtre que la mienne. Il désigna la table à côté d'eux. Dis non. Ensuite, nous parlerons. C'est vous qui décidez de la suite. Izzy cligna des yeux, confuse. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il n'était ni exigeant, ni froid. Il ne se précipitait pas pour la déshabiller. Il ne la touchait même pas. Pendant le dîner, ils parlèrent de livres, de musique, de souvenirs d'enfance préférés. Il n'enleva jamais son masque, mais sa voix était douce. Constante. Quand le moment arriva enfin, ce fut dans le calme. Intime. Elle pleura, mais pas de douleur. De soulagement. De peur. De savoir que la vie ne serait plus jamais la même. Et quand elle se réveilla le lendemain matin, il était parti. L'argent était sur le compte. Et pour la première fois depuis des mois, Ellie avait une chance. Le lundi suivant sa nuit d'enchères, Isabelle Cata entra au siège de Wexler avec le cœur battant la chamade et le regard perdu. Elle portait le même blazer ajusté que d'habitude. Le même café à la main. La même queue de cheval serrée. Mais à l'intérieur, elle n'était plus la même. Cette nuit l'avait changée. Pas à cause de l'acte, mais à cause de l'homme. Obsidian Vault. C'est tout ce qu'elle savait de lui. Il avait été doux, prévenant, même noble d'une manière tordue. Il ne l'avait pas traité comme un achat. Il l'avait traité comme un être humain. Aucune exigence, aucune agression. Juste une présence silencieuse, des yeux derrière un masque, et une familiarité qui la hantait. Pourquoi sa voix lui semblait-elle si connue? Pourquoi la façon dont il la regardait semblait-elle si personnelle? Elle essaya de chasser ses pensées. À son bureau, elle s'enfouit sous les emails, les appels téléphoniques et la préparation de réunions. Son patron, Nathaniel Wexler, le PDG notoirement distant de l'entreprise, devait rentrer au bureau après des semaines à l'étranger pour gérer des fusions à Londres et à Dubaï. Elle n'avait jamais interagi directement avec lui. En fait, il la remarquait à peine. Un simple hochement de tête une fois dans un ascenseur. La rumeur disait qu'il ne se souvenait même pas des noms de ses employés, à moins qu'ils ne fassent partie du conseil d'administration. Mais cet après-midi-là, son interphone grésilla. « Isabelle, Monsieur Wexler aimerait vous voir dans son bureau. » Elle se figea. « Pardon, quoi ? » « Dernier étage. »« Maintenant. » « Il vous a demandé personnellement. » Confuse, anxieuse, elle se dirigea vers les étages supérieurs. L'étage du Penthouse était plus silencieux que le reste du bâtiment, presque stérile dans sa perfection. L'assistante lui fit signe d'entrer. Et il était là, Nathaniel Wexler, debout derrière son bureau en verre, regardant la ville. Ses cheveux étaient sombres, impeccablement coiffés. Son costume était gris anthracite. Grand, maître de lui, vif. Et quand il se tourna, son souffle se coupa. Ses yeux. Cette mâchoire. Cette voix. Non. Je voulais vous parler, dit Nathaniel, son ton suave et posé. À quel sujet, murmura-t-elle, la bouche soudainement sèche. Il s'avança. Lentement. Mesurément. Je vous dois des excuses, dit-il. Son cœur s'emballa. Je vous ai reconnu dès l'instant où vous êtes entré dans cette suite d'hôtels. Je n'aurais pas dû enchérir sur vous. Je n'en ai jamais eu l'intention. Mais quand j'ai vu votre photo dans la file d'attente anonyme, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ses jambes faillirent la lâcher. C'était lui. Obsidian Vault était son patron. Isabelle recula, chancelante. Vous saviez que c'était moi. Et vous l'avez fait quand même. Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez l'offre, dit-il calmement. Mais quand vous l'avez fait, je me suis assuré que personne d'autre n'ait accès à vous. Qu'aucun mal ne vous soit fait. J'ai dû me vendre pour sauver la vie de mon frère, et vous, vous avez juste, elle s'étouffa, secouant la tête. Vous m'avez manipulé. Non. Sa voix était plus tranchante maintenant. Je vous ai protégé.
Avez-vous la moindre idée du genre d'homme qui rôde sur ce site? Vous avez de la chance que ce soit tombé sur moi. De la chance, cracha TL. Je n'avais pas le choix. Il y eut un silence. Puis, doucement, Nathaniel dit, et maintenant, vous l'avez. Elle le fixa, stupéfaite. J'ai viré la totalité du montant à l'hôpital via un fonds médical discret, continua-t-il. Votre frère est en préparation pour s'envoler vers Zurich la semaine prochaine pour l'intervention. Toutes les dépenses sont couvertes. Soins privés. Les meilleurs médecins du monde. Sa gorge se serra. Pourquoi faites-vous ça, murmura-t-elle. La voix de Nathaniel s'adoucit, juste d'une fraction. Parce que ce que vous avez fait était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Isabelle rentra à peine chez elle sans s'effondrer. Ellie dormait paisiblement à son arrivée, ignorant que l'homme qui finançait sa guérison était le même qui lui avait pris son innocence et trahi sa confiance. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Parce que pour la première fois depuis l'enchère, elle ne se sentait pas vendue. Elle se sentait vue. Et cela la terrifiait plus que tout. Pendant les 3 jours suivants, Isabelle garda la tête basse. Elle évitait le regard de Nathaniel Wexler lors des réunions. Elle sautait le déjeuner. Elle s'occupait avec des rapports, des plannings et des dossiers, n'importe quoi pour la distraire de la vérité qui brûlait dans sa poitrine comme un feu. Son patron milliardaire avait acheté sa virginité. Et pire, il l'avait fait en sachant exactement qui elle était. Chaque instant au bureau lui donnait l'impression de marcher dans un rêve. Un mélange surréaliste de honte. D'autres choses. Car malgré sa colère, elle ne pouvait oublier comment il l'avait regardée dans cette suite d'hôtels, non pas comme un objet mais comme une femme. Un être humain avec un but et un esprit. Aucun homme ne l'avait jamais regardée comme ça. Elle détestait qu'une partie d'elle veuille encore savoir pourquoi. Puis, le jeudi soir, elle reçut un email. Objet, vendredi. 19h dîner. Suite 320. De Nathaniel Wexler. Pas de salutation. Pas de demande. Juste une affirmation. Elle le fixa pendant 5 longues minutes, puis claqua son ordinateur portable. Son premier instinct fut de le supprimer. Mais le souvenir d'Ellie, branché à des machines, son petit visage pâle et fatigué, revenait sans cesse dans son esprit. Elle ne pouvait pas se permettre l'orgueil. Pas maintenant. Alors, le vendredi soir, elle y alla. La suite 320 de l'Empire Crown Hotel n'était pas aussi extravagante que le Penthouse où ils s'étaient rencontrés la première fois. Elle était sobre. Privée. Intentionnelle. Nathaniel était déjà à l'intérieur, assis près de la fenêtre dans une chemise bleu marine foncée, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, le col défait. Pas de costume. Pas de masque. Juste lui. Elle se tint à l'entrée, raide comme une pierre. Je n'ai pas accepté d'être à vous, dit-elle sans le saluer. Je sais, dit-il doucement. Il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi s'agit-il? Il désigna la table. Asseyez-vous. Parlons. À contre-cœur, elle le fit. La table était mise pour 2. Steak, vin, une douce playlist de jazz en fond sonore. Cela ressemblait à un rendez-vous, ce qui lui donnait la chair de poule. Je ne suis plus à vendre, dit-elle sèchement. Je ne vous le demande pas. Elle cligna des yeux. Alors que voulez-vous? Nathaniel se pencha en avant. Je veux vous faire une offre. Une offre que vous pouvez refuser à tout moment. Elle fronça les sourcils, confuse. Votre frère aura besoin d'une aide à long terme. Pas seulement d'une opération. Kinésithérapie. Frais de subsistance. Assurance. Vous ne gagnerez jamais ça avec un salaire d'assistante. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Je vais créer un fonds, continua-t-il. À votre nom. Vous le contrôlerez. Vous l'utiliserez pour Ellie. Et en retour, je demande 3 choses. Elle attendit, sur ses gardes. 1. La discrétion. Personne ne saura ce qui s'est passé entre nous. D'accord, dit-elle rapidement. 2. L'honnêteté. Tu ne me mens pas. Je ne te mens pas. D'accord. 3. Sa voix s'adoucit. Tu passes du temps avec moi. Un soir par semaine. Dîner. Conversation.
sans attente. Sans pression. Sa mâchoire se décrocha. Vous êtes sérieux? Je veux juste te connaître, Isabelle, dit-il. Elle le dévisagea. Vous m'avez acheté. Maintenant, vous voulez sortir avec moi. Je ne t'ai pas acheté, dit-il fermement. Je t'ai sauvé. Et maintenant, je veux voir qui tu es sans le masque. Ces mots la désarmèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Car au fond d'elle, sous les couches d'orgueil et de douleur, une petite voix murmurait, et s'il me voyait, et qu'il me voulait encore? L'arrangement commença la semaine suivante. Chaque vendredi soir, Isabelle retrouvait Nathaniel. Parfois, ils dînaient dans des restaurants calmes. Parfois, dans des suites privées. Il ne la touchait jamais sans le lui demander. Ne franchissait jamais la ligne. Il parlait de tout, Élie, ses parents, son éducation, son frère avec qui il était brouillé, son ascension vers la richesse. Elle apprit qu'il n'avait pas toujours été froid. Il n'avait pas toujours été riche. Il avait été brisé, autrefois. Et cela brisa quelque chose en elle. Un soir, après un long silence, elle demanda « Pourquoi moi ?» Nathaniel n'hésita pas, parce que tu étais prête à tout abandonner pour quelqu'un d'autre. Et parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux. Sa poitrine lui fit mal. Elle ne savait pas ce que c'était. De l'amour. Du désir. Une fragile illusion. Mais elle savait une chose. Chaque fois qu'elle regardait dans ses yeux, elle ne se sentait pas achetée. Elle se sentait choisie. Et c'était encore plus dangereux. Cela avait commencé par un dîner par semaine. Maintenant, c'était un café le matin. Un message pendant les réunions. Un regard silencieux qui durait plus longtemps qu'il n'aurait dû. Quelque chose d'innommable fleurissait entre Isabelle et Nathaniel, quelque chose de réel. Et cela la terrifiait. Car Isabelle savait que ce qu'il construisait ne lui appartenait pas. Cela appartenait aux circonstances, au désespoir et à l'illusion du contrôle. Chaque fois qu'elle riait à quelque chose qu'il disait, chaque fois qu'il drapait son manteau sur ses épaules ou se souvenait de son dessert préféré, elle avait l'impression de tomber amoureuse. Mais tomber amoureuse de son patron milliardaire, l'homme qui avait acheté sa virginité. Ce n'était pas un conte de fées. C'était un scandale prêt à éclater. Un vendredi soir, elle était en retard. Élie avait eu une frayeur, sa tension artérielle avait grimpé en flèche, et l'infirmière avait dû appeler un pédiatre d'urgence. Il allait bien maintenant, il dormait, mais Isabelle arriva à la suite de l'hôtel visiblement secouée. Les yeux rouges, les cheveux en désordre, son chemisier froissé d'avoir été assise à l'hôpital. Nathaniel se leva quand elle entra. Que s'est-il passé? Elle essaya de minimiser, mais sa voix se brisa. Je suis désolé, je suis en retard. Élie a eu un mauvais épisode. J'ai failli ne pas venir. Nathaniel s'approcha mais ne la toucha pas, tu n'aurais pas dû. Elle fouilla son regard. Pourquoi? Parce que tu ne me dois rien. Isabelle eut un rire amer. Ah non? Tu as tout payé. Je ne peux même pas respirer sans toi. Et ça me fiche la trouille. Je ne t'ai jamais demandé d'être mienne, Isabelle. Non. Mais j'ai l'impression de l'être. Le silence s'étira entre eux. Finalement, Nathaniel dit, alors laisse-moi te le demander. Son souffle se coupa. Il s'avança lentement, doucement, comme on approche un oiseau blessé. Sois mienne, murmura-t-il. Pas pour l'argent. Pas par culpabilité. Pas à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais parce que je te vois, Isabelle. Je vois ton feu. Ta douleur. Ta force. Et je veux tout. Elle le regarda, tremblante. Tu me veux encore, même après la façon dont je suis venu à toi. Je t'ai voulu à cause de la façon dont tu es venu à moi, dit-il. Parce que tu as tout donné pour quelqu'un d'autre. C'est le genre de femme que je choisirais chaque jour de ma vie. Son cœur se fendit. Ce n'était pas un jeu. Il ne s'agissait pas de possession. Il s'agissait de choix. Et pour la première fois depuis longtemps, Isabelle voulait choisir quelque chose pour elle-même. Elle se jeta dans ses bras, et pour la première fois, l'embrassa sans honte. Le lendemain matin, le ciel était argenté par la lumière naissante. Elle se réveilla blottie contre lui, son cœur battant calmement sous son oreille. Sa main reposait sur la sienne.
pas d'attente. Pas de pression. Juste de la chaleur. Juste la paix. Je ne me suis jamais senti en sécurité avec quelqu'un, murmura-t-elle. Nathaniel sourit contre ses cheveux. Maintenant, si. Elle leva les yeux vers lui. Et maintenant, que se passe-t-il? Ses yeux s'assombrirent. Tout change. De retour au bureau, tout changea en effet. Nathaniel gardait ses distances en public, toujours professionnel, toujours posé. Mais Isabelle voyait le changement. La façon dont ses yeux s'attardaient trop longtemps lors des réunions. La façon dont il laissait un deuxième café à côté de son bureau sans un mot. La façon dont son assistante l'appela accidentellement « Madame » au lieu de « Mademoiselle Carter ». Les chuchotements commencèrent. Mais Isabelle avait des soucis plus urgents. Ellie se préparait pour son opération. L'équipe de Zurich avait confirmé les dates. Son frère avait été équipé pour le voyage. Les spécialistes pensaient que l'intervention avait de fortes chances de succès. Tout aurait dû être parfait. Mais la vie avait d'autres plans. Un après-midi, alors qu'Isabelle entrait dans l'ascenseur, elle entendit son nom chuchoter derrière elle. « T'as entendu comment elle a eu son financement médical? Elle s'est vendue. Je te jure, un truc de call girl de luxe. C'est pour ça que le patron est si secret à son sujet. C'est peut-être comme ça qu'on réussit ici maintenant. » Sa poitrine se glaça. Elle se retourna brusquement, mais les femmes derrière elle ne bronchèrent pas. Elles avaient l'air suffisantes. Jalouses. Vicieuses. Isabelle ne dit rien. Elle prit l'ascenseur et sortit du bâtiment sans se retourner. Quand Nathaniel la trouva ce soir-là, elle était assise au bord d'une fontaine à 3 rues de là, son manteau serré autour d'elle, les yeux rouges. « Ils savent, murmura-t-elle. Je vais les virer. » Non. Tu ne le feras pas. Il s'assit à côté d'elle, silencieux. Ça n'allait jamais rester secret pour toujours, dit-elle. Tu es trop puissant. Je suis trop ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Elle le regarda, la voix tremblante. Nathaniel, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Il fixa l'eau. C'est moi qui tombe amoureux de toi, dit-il. Et d'un coup, le monde entier s'estompa autour d'elle. Le lendemain matin, c'était sur Internet. Pas dans les gros titres. Pas dans les tabloïds. Mais dans les réseaux de chuchotement qui comptaient le plus, blogs anonymes sur les milliardaires, forums de potins d'entreprises et groupes de discussion internes. Une seule photo floue d'Isabelle sortant d'un hôtel de luxe aux premières heures du jour. Son manteau glissant d'une épaule. Ses cheveux en désordre. Une marque rouge sur son cou qu'elle n'avait pas remarquée. La légende était brutale, l'assistante de Nathaniel Wexler, une escort girl opérationnelle. On nous dit qu'elle est plus qu'une simple secrétaire. À midi, les RH avaient reçu 6 plaintes anonymes. La boîte de réception d'Isabelle était remplie de fausses newsletters et de mails vides. Son nom était en tendance sur un fil de discussion obscur comme « l'assistante aux enchères de virginité ». Et Nathaniel ne dit rien publiquement. La tension chez Wexler Global était insupportable. Ce soir-là, elle n'alla pas dîner. Elle ne répondit même pas à son texto. Au lieu de cela, elle s'installa au chevet d'Ellie, lui tenant fermement la main tandis que les machines bipaient doucement autour d'eux. Ils devaient s'envoler pour Zurich dans 3 jours. Elle aurait dû être heureuse. Soulagée. Mais elle ne l'était pas. Car en sauvant Ellie, elle s'était perdue elle-même. Ou peut-être pire, elle était devenue exactement ce que le monde accusait toujours les femmes comme elle d'être, une femme avec un prix. Nathaniel se présenta à l'hôpital le lendemain matin. Elle sortit le rejoindre dans le couloir, les bras étroitement croisés. « Je m'en occupe, dit-il simplement. Elle secoua la tête. « Tu ne peux pas. Je peux racheter les sites de potins, menacer de poursuites judiciaires, effacer toute trace numérique d'eux. Ce n'est pas la question, lança-t-elle. Ils n'ont pas tort, Nathaniel. Je me suis vendu. Et toi? Je ne t'ai jamais forcé. Non. Mais tu as rendu les choses faciles. Sa voix se brisa. Je ne peux pas faire comme si c'était un conte de fées, Nathaniel. Tu as acheté ma première nuit. Maintenant, le monde entier pense que c'est tout ce que je suis. Et le pire, c'est qu'une partie de moi est d'accord. Il se rapprocha. Alors,
laisse-moi réécrire cette histoire. Ses yeux se plissèrent. Je veux rendre notre relation publique, dit-il. Quoi? Je veux dire la vérité. Pas sur l'enchère, mais sur nous. Que nous sommes ensemble. Que tu comptes pour moi. Que ce que nous construisons, quoi que ce soit, est réel. Elle secoua la tête. Tu ruinerais ta réputation pour moi. La réputation n'est que du bruit. Toi, non. Pendant un long moment, elle le fixa. Ses lèvres tremblèrent. Son cœur s'emballa. Puis, lentement, elle dit, laisse-moi réfléchir. Il hocha la tête. Toujours. Au cours des jours suivants, la cruauté du monde s'intensifia. Son bureau fut vidé discrètement. Elle ne fut pas licenciée, mais réaffectée à un statut de télétravail, par discrétion. Des murmures la suivaient jusqu'au parking. Des gens qui lui souriaient autrefois dans le couloir détournaient maintenant les yeux. Et pourtant, Nathaniel ne flancha jamais. Il appelait tous les jours. Prenait des nouvelles d'Ellie. Laissait des fleurs. Lui envoyait des SMS de « bonjour ». Lui laissait des messages vocaux le soir quand il savait qu'elle ne répondrait pas, juste pour qu'elle ne se sente pas seule. Mais c'est Ellie, son petit frère, qui rompit le silence un soir alors qu'elle le bordait. « Nat, c'est ton petit ami ?» demanda-t-il innocemment. Isabelle marqua une pause. « Pourquoi penses-tu ça ?»« Parce qu'il te regarde comme si tu étais magique », dit simplement Ellie. « Même quand tu es en colère. » Des larmes inondèrent ses yeux. Elle l'embrassa sur le front. « Dors un peu. » Puis, alors que la pluie tambourinait doucement contre la fenêtre, Isabelle réalisa quelque chose. Elle fuyait son propre bonheur. Oui, son histoire d'amour avait commencé dans les ténèbres. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle ne pouvait pas se terminer dans la lumière. Le lendemain matin, Isabelle entra au siège de Wexler Global vêtue d'une robe marine, le menton relevé. Les murmures la suivirent, mais elle ne broncha pas. Elle se dirigea directement vers le bureau de Nathaniel. Il se leva à son entrée, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu veux vraiment que le monde entier sache pour nous ?» demanda-t-elle. « Je te veux toi. Tout le reste n'est que du bruit. » Alors, donnons-leur de quoi parler. Il s'avança, mais marqua une pause. « Tu es sûr ?» Non, dit-elle honnêtement. Mais je suis fatigué de me cacher. Et je suis fatigué de prétendre que je regrette de t'aimer. Son visage s'adoucit. Et au milieu de ce bureau de gratte-ciel, avec la ville s'étendant à l'infini derrière eux, il l'embrassa comme si le monde ne pouvait pas les atteindre. Parce qu'il ne le pouvait pas. Plus maintenant. Zurich était plus froid qu'Isabelle ne l'avait prévu. Le ciel s'étirait d'un gris doux sur des bâtiments de verre et des rues calmes et élégantes. La neige bordait les trottoirs, mais à l'intérieur du centre médical, tout semblait chaud, clinique et rempli d'espoir. Nathaniel n'avait reculé devant aucune dépense. Ellie fut admis dans l'une des meilleures unités pédiatriques d'Europe. Sa chambre donnait sur le lac de Zurich. Les médecins accueillirent Isabelle avec des sourires aimables et une précision experte. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que son frère avait une réelle chance. Ellie sourit depuis son lit, emmitouflée dans des draps à motifs de dessins animés. « Tu crois que j'aurai un bras de robot après ça ?» Isabelle rit à travers son anxiété. Pas de bras de robot. Juste un cœur tout neuf et en meilleure santé. Nathaniel se tenait près de la fenêtre, silencieux mais présent. Il était arrivé plus tôt pour finaliser les arrangements, mais ne l'avait pas étouffé. Il savait que c'était son moment avec Ellie. Pas le sien. Pourtant, quand Isabelle sortit dans le couloir après que l'infirmière eut demandé un peu d'intimité, il l'attendait, un café à la main. Elle l'accepta en silence. Pendant un long moment, ils restèrent dans le couloir silencieux d'un pays étranger, deux personnes dont les vies s'étaient heurtées dans la douleur et avaient trouvé quelque chose d'impossible entre les fissures. « Je n'arrête pas de penser que c'est un rêve », murmura-t-elle. « Que je vais me réveiller et qu'Ellie ne sera pas là. Ou qu'il sera de nouveau malade. Ou que je serai de retour dans cet appartement en sous-sol sans issue. »« Tu n'y retourneras pas », dit doucement Nathaniel. « Plus jamais. » Elle leva les yeux vers lui. « Et nous ?» Il croisa son regard sans ciller. « Je ne vais nulle part. » L'opération dura 5 heures. Isabelle attendit devant la salle d'opération, les mains crispées sur ses genoux, ses jambes rebondissant.
Nathaniel était assis à côté d'elle, silencieux. Il n'essaya pas de la distraire. Il ne força pas la conversation. Il resta simplement là. À un moment donné, elle appuya sa tête sur son épaule et il passa un bras autour d'elle, chaleureux et rassurant. Quand le chirurgien sortit enfin, le visage masqué, Isabelle se leva si vite que ses genoux tremblèrent. « Réussi », dit le médecin avec un sourire fatigué. « Il est stable. Il y a eu quelques moments tendus, mais le cœur de votre frère a magnifiquement répondu. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle se fichait de son apparence. « Merci », murmura-t-elle, encore et encore. « Merci, merci. » La main de Nathaniel trouva la sienne. Et à cet instant, alors que le soulagement l'envahissait comme une vague, elle réalisa autre chose. Elle n'était plus seule. Ellie se rétablit lentement mais sûrement. Il était debout et parlait en 3 jours, plaisantant avec les infirmières et jouant à des jeux vidéo sur une tablette offerte. Isabelle resta à ses côtés chaque heure, lui lisant des histoires, lui brossant les cheveux, lui tenant la main quand les analgésiques s'estompaient. Nathaniel venait tous les jours mais leur laissait de l'espace. Il avait réservé une suite d'hôtel pour Isabelle juste à côté. Mais elle ne l'utilisa jamais. Elle dormait dans le fauteuil inclinable de l'hôpital à côté d'Ellie, une couverture sur les épaules, l'esprit enfin, heureusement, en paix. Pourtant, la 7e nuit, elle sortit prendre l'air et trouva Nathaniel qui attendait dans le hall, lisant quelque chose sur son téléphone. Il leva les yeux, surpris. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « J'avais besoin de toi. » Son expression s'adoucit. Ils sortirent ensemble, la neige crissant sous leurs bottes. Le lac scintillait au loin, de douces lumières dansant à la surface de l'eau. « Je ne sais plus qui je suis, » dit-elle doucement. « Je ne suis plus seulement une sœur maintenant. Je ne suis pas une fille désespérée. Mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui sait vivre sans crise. » Nathaniel se tourna vers elle. « Tu n'as pas à être quoi que ce soit. Tu as juste à être toi. » « Et qui est-ce ? » ?»« La femme que je veux à mes côtés pour le reste de ma vie. » Elle cligna des yeux. « Nathaniel, je ne veux pas que ça se termine quand Ellie ira mieux. Je ne veux pas retourner à faire semblant que nous ne sommes rien. Je veux construire quelque chose de réel avec toi. Avec lui. Avec tout ce qui viendra ensuite. Tu me demandes en mariage ? » « Non, » dit-il avec un sourire. « Pas encore. Mais tu veux l'éternité. » « Oui, » dit-il simplement. « Si tu veux de moi. » Elle ne pleura pas cette fois. Elle hocha simplement la tête. Puis se pencha et l'embrassa. Doucement, lentement, sûrement. Parce qu'après tout, elle croyait de nouveau en l'amour. 3 semaines plus tard, le ciel de Zurich était d'un bleu éclatant quand Isabelle et Ellie montèrent à bord du jet privé pour New York. Ellie, le teint plus clair mais l'esprit plus fort, dévala presque les marches. « Tu penses qu'il y aura de la pizza qui nous attend à la maison ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'espoir. Isabelle rit, serrant son petit sac à dos. « Il a intérêt. Sinon, je dépose une plainte auprès du milliardaire. » Nathaniel, déjà assis à l'intérieur avec son ordinateur portable et un expresso, leva les yeux au son de leur voix. Son visage s'adoucit instantanément. « Seulement le meilleur pour mon trublion préféré. » Ellie sourit et se jeta aux côtés de Nathaniel. Isabelle suivit lentement, prenant un moment en haut des escaliers pour savourer l'instant. L'air froid de Zurich emplit ses poumons, vif et symbolique. Elle ne revenait pas en étant la même fille qui était partie, désespérée, effrayée, brisée. Elle revenait avec la vie de son frère sauvé. Et son cœur n'était plus sur ses gardes. De retour à New York, la vie ne devint pas magiquement parfaite, mais elle devint gérable. Isabelle quitta son appartement en sous-sol pour un confortable 3 pièces à Manhattan, grâce à l'aide silencieuse de Nathaniel. C'était petit comparé à son Penthouse, mais c'était le sien. Et Ellie décora sa chambre avec des posters d'astronautes et de super-héros, comme s'il croyait enfin avoir un avenir. Nathaniel venait souvent, parfois pour le dîner, parfois juste pour lire une histoire à Ellie. Mais il n'empiétait jamais sur leur espace. Il n'essayait pas d'emménager. Il ne la pressait pas avec de grandes décisions. Il attendait patiemment qu'elle découvre qui elle était dans cette nouvelle version de la vie. Il lui donnait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, du temps. Il ne fallut pas longtemps pour que les chuchotements reviennent. Elle les entendait à l'épicerie,
à la sortie de l'école, même dans un café près de Wall Street. N'est-ce pas la fille de ce scandale? Celle qui s'est vendue aux enchères. J'ai entendu dire que son patron la paie toujours. Mais cette fois, elle ne s'en détourna pas. Cette fois, elle garda la tête haute. Parce qu'elle connaissait la vérité, et la vérité l'avait déjà rachetée. Elle n'avait pas honte d'avoir sauvé son frère. Elle n'avait pas honte d'aimer Nathaniel. Et elle n'allait certainement pas s'excuser d'avoir survécu. Un soir, après un dîner tranquille chez Isabelle, Nathaniel proposa de sortir les poubelles. Elle le suivit dans le couloir, les bras croisés, en le regardant s'occuper du vide-ordures. « Tu as changé, dit-il. C'est une mauvaise chose? C'est la meilleure des choses. Tu te tiens plus droite. Tu souris plus. Tu ne te caches plus. » Elle sourit. « J'ai dû cesser d'avoir peur que le monde me voie. Parce que maintenant je sais ce que je vaux. » « Et qu'est-ce que c'est? » Elle se rapprocha. « Tout. » Nathaniel laissa tomber le sac poubelle et l'embrassa dans le couloir, juste au moment où Madame Pennington d'en face ouvrit sa porte. « Oh » marmonna la vieille dame, surprise. Nathaniel sourit. « Bonsoir. » Isabelle rougit furieusement, mais ne s'enfuit pas. Elle avait fini de fuir. 2 semaines plus tard, Isabelle reçut une lettre. Elle venait de son ancienne entreprise, Wexler Global. Plus précisément, du conseil d'administration. Une invitation. Une demande de retour, non pas en tant qu'assistante, mais en tant que directrice des projets spéciaux. Isabelle la fixa, stupéfaite. « Je n'ai rien fait, » dit instantanément Nathaniel, assis à côté d'elle. « Ce n'était pas moi. »« Tu n'as pas tiré les ficelles ? Je leur ai dit de te traiter comme la femme forte que tu es. Le reste, c'est eux. » Isabelle cligna des yeux, submergée. « Je pensais en avoir fini avec ce monde. »« Tu ne fais que commencer. » Elle accepta. Le premier jour de son retour, elle franchit les portes tournantes non pas comme la fille au secret dont on chuchotait, mais comme une femme qui avait affronté la cruauté du monde et en était sortie brillante. Les gens la dévisageaient. Certains chuchotaient encore. Mais d'autres souriaient. Respectueusement. Chaleureusement. Et quand elle entra dans son nouveau bureau d'angle, elle trouva une seule tulipe jaune dans un vase en verre posé sur le bureau. Pas de mots. Mais elle savait. Nathaniel. Toujours là. Toujours silencieux de la bonne manière. Et bruyant dans celle qui comptait. Ce soir-là, elle borda Ellie et le regarda dormir avec le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur de leurs fenêtres. Elle avait failli tout perdre. Son innocence. Sa fierté. Sa carrière. Son frère. Mais au lieu de ça, elle avait construit quelque chose que personne ne pouvait détruire. Une vie qu'elle avait façonnée elle-même. Un amour selon ses propres termes. Et une histoire qui, bien que née du désespoir, ne serait pas racontée avec honte. Mais comme celle d'une survivante, de triomphe et de transformation. Juste au moment où Isabelle pensait que le passé était derrière elle, il frappa à sa porte, fort et sans ménagement. Littéralement. On frappa à la porte de son bureau un vendredi après-midi. Elle leva les yeux d'un document pour trouver son assistant qui jetait un coup d'œil. Il y a quelqu'un qui demande un rendez-vous. Il dit que c'est personnel. Isabelle fronça les sourcils. Qui? L'assistant hésita. Il dit s'appeler Léonard Hart. Le nom la frappa comme un vent glacial. Léonard Hart, le deuxième plus offrant de l'enchère. Celui qui avait été surenchéri par Nathaniel dans les dernières secondes. Il lui avait envoyé un message après, furieux. Il l'avait accusé de manipuler le processus d'enchère. Elle n'avait pas répondu. Maintenant, il était là. Dans son immeuble. « Faites-le entrer », dit-elle, la voix calme malgré la glace qui lui montait le long de la colonne vertébrale. Quelques instants plus tard, Léonard entra. Il était bien habillé, mais portait le genre d'arrogance que l'argent ne pouvait qu'amplifier. Ses yeux balayèrent son bureau, s'attardant sur le vase de tulipes de Nathaniel. « Sacrée promotion », dit-il sèchement. « D'objet d'enchère à cadre supérieur. Bien joué. » Isabelle ne broncha pas, allez droit au but, monsieur Hart. « Que voulez-vous » Il s'assit sans y être invité, croisant les jambes. « Vous me devez quelque chose. » Elle haussa un sourcil.
Pardon? J'étais prêt à payer 5 millions de dollars ce soir-là. J'avais bien l'intention de remporter cette enchère. Mais votre patron m'a battu. Avec un timing parfait, qui plus est. Ça ne semble pas juste, n'est-ce pas? Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, le regard ferme. Juste? Vous pensez avoir droit au corps d'une femme parce que vous étiez prêt à signer un chèque? Ce n'est pas de la justice. C'est de l'illusion. Il sourit. Vous pensez vraiment que ça va durer? Ce petit conte de fées que vous jouez avec Nathaniel? Je ne joue à rien. Et vous êtes dans mon bureau, à me faire perdre mon temps. Le visage de Léonard se durcit. Je n'en ai pas fini avec vous, Isabelle. Elle se leva. Si, vous en avez fini. La sécurité arriva quelques secondes plus tard, alertée par le bouton discret sous son bureau. Léonard partit, furieux, mais impuissant. Ce soir-là, elle raconta tout à Nathaniel. Ils étaient assis sur le balcon de son appartement, les lumières de la ville s'étendant à l'infini sous eux. Elle s'attendait à ce qu'il réagisse avec colère. Ou panique. Ou sur la défensive. Mais au lieu de cela, il hocha simplement la tête. Je savais que Léonard pourrait revenir à la charge, dit-il. Ce n'est pas le genre à laisser tomber. Mais je suis fier de la façon dont tu l'as géré. Tu n'es pas inquiet? Non. Il tendit la main et prit la sienne. Parce que je te fais confiance. Et parce que tu n'es plus la même femme que tu étais ce soir-là. Elle regarda les étoiles, silencieuse. Puis murmura, toi non plus. Mais Léonard n'en avait pas fini. Une semaine plus tard, un blog à potins explosa avec une histoire, exclusif, le milliardaire Nathaniel Wexler couche avec son assistante après avoir acheté sa virginité lors d'une enchère secrète. L'article était truffé de photos, granuleuses, mal cadrées, mais toujours reconnaissables. Des clichés d'Isabelle entrant dans la voiture de Nathaniel, l'embrassant devant son appartement. Quittant l'hôpital de Zurich avec Ellie. Et le pire de tout, la capture d'écran divulguée d'une ancienne plateforme d'enchères. Son profil. Son annonce. L'histoire devint virale en quelques heures. Le téléphone d'Isabelle explosa. Sa boîte mail déborda. Même l'école d'Ellie appela pour discuter des préoccupations des parents. La panique la traversa comme un éclair. Elle se précipita dans le bureau de Nathaniel, à bout de souffle. « Tu as vu? » « J'ai vu, » dit-il calmement, la mâchoire serrée. Il était déjà au téléphone avec son service juridique. Dans l'heure, Léonard Hart reçut une mise en demeure. L'équipe juridique de Nathaniel déposa une plainte pour diffamation. Mais Isabelle se sentait toujours mal. Car une fois qu'Internet s'emparait du passé d'une femme, surtout un passé mêlant sexe, argent et pouvoir, il ne lâchait jamais prise. Cette nuit-là, elle était allongée dans son lit, glacée, de son côté, tandis qu'Ellie ronflait doucement dans la pièce voisine. Elle détestait qu'il puisse un jour lire ça sur elle. Que son passé puisse devenir sa honte. Mais avant que le désespoir ne puisse l'avaler, son téléphone vibra. Un message de Nathaniel. Quand le monde jette du feu, souviens-toi que ce que nous avons construit ne peut pas brûler. Je t'aime. Nous traverserons ça, ensemble. Elle serra le téléphone contre sa poitrine. Parce qu'elle n'était pas seule. Plus maintenant. Le lendemain matin, le chaos ne s'était pas calmé. Au contraire, il s'était intensifié. Les talk-shows télévisés débattaient de sa moralité. Les forums en ligne disséquaient chaque détail. Des articles d'opinion intitulés « Quand les milliardaires achètent l'innocence » se propageaient dans les médias comme une traînée de poudre. Des inconnus postaient des commentaires sous ses photos. Chercheuse d'or. Elle s'est vendue et a eu une promotion, typique. Comment peut-elle élever un enfant comme ça? Mais quand Isabelle sortit de son appartement pour déposer Ellie à l'école, quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme en blouse, clairement épuisée par une garde de nuit, s'arrêta et toucha doucement l'épaule d'Isabelle. « J'ai lu tout l'article, » dit-elle doucement. « Vous avez fait ce que vous deviez faire. J'aurais fait la même chose pour mon fils. » Isabelle cligna des yeux. « Merci. » La femme sourit. Ne les laissez pas réécrire votre histoire. Ce moment donna à Isabelle le courage de prendre les rênes de son propre récit. Au lieu de se cacher, elle organisa une conférence de presse. Pas via l'équipe de relations publiques de Nathaniel.
Pas en tant que la fille du scandale. Mais en tant qu'Isabelle Moreau. Directrice. Sœur. Debout au pupitre, vêtue d'un blazer bleu pâle et sans maquillage, elle fit face au flash des appareils photo. « Je ne suis pas ici pour nier ce que j'ai fait », commença-t-elle. Il y a des années, dans un acte de désespoir, j'ai mis aux enchères quelque chose que je croyais être la seule chose qu'il me restait à donner pour sauver la vie de mon frère. Certaines personnes veulent transformer cela en scandale. Je le vois comme un sacrifice. Sa voix resta stable, même si ses mains tremblaient légèrement derrière le pupitre. Je n'ai pas honte d'avoir sauvé mon frère. Et je n'ai pas honte de là où je travaille. J'ai gagné mon poste actuel par ma ténacité, pas par des faveurs. Nathaniel Wexler ne m'a pas donné un travail, il m'a donné son respect. Des murmures parcoururent la foule. Elle prit une profonde inspiration et ajouta, pour chaque femme qui a un jour été acculée à une décision impossible, j'espère que mon histoire montre que votre valeur n'est pas définie par une nuit, une erreur ou un sacrifice. Des applaudissements éclatèrent. Et pour la première fois depuis la publication de l'article, le vent commença à tourner. Nathaniel regardait la conférence de presse depuis le fond de la salle, caché derrière des lunettes de soleil. Il n'avait pas besoin de se tenir à ses côtés. Elle se tenait assez droite toute seule. Et il était en admiration. Plus tard dans la soirée, il arriva à son appartement avec une seule enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ma démission. » Le cœur d'Isabelle s'arrêta. « Tu démissionnes ? Pourquoi ? Je ne veux plus que quiconque remette en question ton succès. Pas même une seconde. Tu diriges par ton propre mérite maintenant. Pas d'ombre. Pas de chuchotement. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Tu n'as pas à le faire. » Si. Il sourit doucement. « Tu as sauvé ton frère. Maintenant, laisse-moi sauver ton nom. » Elle le serra dans ses bras. « Tu l'as déjà fait. » Les jours qui suivirent ne furent pas faciles. Mais le récit changea. Les blogs qu'il avait autrefois condamnés commencèrent à louer sa bravoure. Une fondation pour les droits des femmes la contacta pour lui demander de prendre la parole lors d'une prochaine table ronde. Même l'enseignante d'Élie lui envoya un mot, « Votre fils est fier de vous. » Et nous aussi. Le monde n'était pas soudainement devenu gentil, mais Isabelle était devenue incassable. Lors d'un petit dîner de célébration une semaine plus tard, entourée de collègues et d'amis, Isabelle leva son verre. À toutes les femmes qui ont un jour été sous-estimées, jugées ou mises de côté. Nous sommes toujours debout. Les verres s'entrechoquèrent. Nathaniel la regardait de l'autre côté de la pièce, la fierté brillant dans ses yeux. Elle se dirigea vers lui, la foule s'estompant derrière elle. « Alors, quoi maintenant, aime l'ex-PDG » Il sourit. « Je pensais à petite amie au foyer. » Elle rit. « Tu ne tiendrais pas une semaine. » Il se pencha plus près. Défi accepté. Ils s'embrassèrent, enfin, sans peur. Un an plus tard, le ciel de Manhattan brillait d'or alors que le soleil plongeait derrière l'horizon. Le scandale était une vieille nouvelle maintenant, enterrée sous de nouveaux titres, de nouveaux potins. Mais pour Isabelle, les échos de cette nuit ne s'étaient jamais estompés. Ils s'étaient simplement transformés. Ce qui autrefois apportait la honte symbolisait maintenant la force. Et ce soir, alors qu'elle se tenait devant une salle de bal pleine de gens, elle n'était plus un sujet de commérage. Elle était l'oratrice principale d'un sommet mondial des femmes, voix libérée. Elle se redressa subtilement sous les lumières. Sa voix était assurée. Son message, clair. « J'ai un jour mis aux enchères ma virginité pour sauver la vie de mon frère », dit-elle à un public qui retenait son souffle. Et cette décision aurait pu me détruire si je l'avais laissé faire. Mais j'ai appris quelque chose, nous ne sommes pas la pire chose que nous ayons jamais faite. Nous sommes les choix que nous avons faits pour survivre. Les applaudissements éclatèrent. Les flashs crépitèrent. Mais Isabelle ne broncha pas. Car elle ne vivait plus pour l'approbation de quiconque. Plus tard dans la nuit, Nathaniel attendait dans le hall, nonchalamment appuyé contre un pilier de marbre dans son costume marine sur mesure. Quand elle s'approcha, il sourit et lui tendit la main. « Puis-je vous ramener chez vous, mademoiselle Moreau ?» Elle prit sa main. « À la maison, ou quelque part de mieux. Cela dépend de votre audace. » Ils sortirent dans la nuit fraîche où une voiture noire et élégante les attendait. Ils ne rentrèrent pas chez eux.
Ils se dirigèrent vers une petite colline surplombant la rivière. Le même endroit où Nathaniel l'avait emmené la nuit après l'enchère. À l'époque où tout entre eux était incertain. Maintenant, la boucle était bouclée. Il sortit, ouvrit le coffre et sortit un panier de pique-nique. Isabelle rit. Toi, un pique-nique? Je me suis entraîné, la taquina Théil. Alors qu'il mangeait sous les étoiles, Nathaniel devint silencieux. Il semblait nerveux. J'ai réfléchi, dit-il finalement, à cette enchère. Ses sourcils se haussèrent. À quel sujet? Je n'ai pas seulement enchéri pour te sauver d'hommes comme Léonard Hart. Je l'ai fait parce que, au fond de moi, je voulais le droit d'être proche de toi. De gagner ne serait-ce qu'une seconde de ta confiance. Le regard d'Isabelle s'adoucit. Tu as fait plus que la gagner. Tu m'as changé, Nathaniel. Non, murmura-t-il en sortant quelque chose de sa poche, tu m'as sauvé. Et maintenant, je veux passer chaque jour à prouver que je valais cette enchère. Il sortit une bague. Un simple et magnifique diamant taille émeraude. Le souffle d'Isabelle se coupa. Je ne veux pas te posséder. Je veux grandir à tes côtés. Épouse-moi. Des larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois, elles ne venaient pas de la peur. Elles venaient de la liberté. Elle hocha lentement la tête, riant à travers ses larmes. Oui. 6 mois plus tard. Le mariage fut modeste. Pas une grande affaire de milliardaire, mais une cérémonie tranquille dans un jardin ensoleillé. Élie se tenait fièrement à côté d'Isabelle, tenant les alliances. Son frère, maintenant complètement rétabli et étudiant en médecine, la mena à l'autel. Alors qu'Isabelle et Nathaniel échangeaient leurs vœux, il n'y avait ni chuchotement, ni jugement. Seulement de la joie. Car la fille qui avait autrefois vendu son innocence se tenait maintenant fièrement comme une femme qui avait repris le contrôle de son histoire. Et l'homme qui avait acheté sa première nuit était devenu son éternité. Le monde avait enchéri sur son corps. Mais il était le seul à avoir vraiment vu son âme.